chevaliers de la table ronde, ou dans tous les cas les artistes qui vont nous faire découvrir cet opéra de cette fin d'année 2021, les chevaliers de la table ronde d'Hervé. Et j'ai à côté de moi, alors, Jean-François Bincheguera, j'essaye avec le ton, oui, très bien. qu'on ne voit pas pour le moment, mais j'espère. Non, c'est comme les Daft Punk, vous savez. Voilà. Maintenant, c'est un choix. Voilà. Je ne montre plus. Et, excusez-moi, et monsieur Christophe Talmont, directeur musical de ce bel opéra que vous allez nous décrire au fur et à mesure de cette rencontre. Alors, je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés pour deux raisons, parce que on va vivre une expérience de bonne humeur, de bonne énergie pour terminer cette fin d'année. Ouf, on a besoin. Ouf. Alors, comment s'annoncent ces répétitions Jean-François, est-ce que ça va, le coup? Très bien, oui, très bien. Je suis très à l'aise. Je porte le masque, comme c'est préconisé, voilà. Alors, vous êtes le metteur en scène. Alors, je suis le metteur en scène. Bon, je vais peut-être l'enlever quand même. Oui, parce que là, on a envie quand même de savoir qui se cache derrière. C'est quand même presque 1 kilo, donc c'est assez conséquent. Voilà. Écoutez, oui, effectivement, je suis le metteur en scène du spectacle et je joue le rôle de Merlin II, plus exactement, puisque ça sous-entend qu'il y a eu un Merlin I. Voilà, donc c'est un ouvrage effectivement de ce compositeur Hervé, qui à la fois était contemporain d'Offenbach, en même temps un peu son rival, qui l'a aussi aidé à ses débuts même. Et qui sans doute a une espèce de folie un petit peu à l'anglaise, je dirais un peu. On est très proche des Monty Python, on est très proche de ce genre d'humour un peu britannique comme ça, sans queue ni tête. Puis donc il y a cette musique. Cette musique un peu foldingue. Foldingue, mais aussi, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'elle est aussi foldingue que la mise en scène? Oui, elle va pas être. Elle va être aussi. Ou est-ce que le directeur musical est aussi foldingue que le metteur en scène? Oui, je crois aussi. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, donc si vous voulez. On a fait notre premier Hervé ensemble il y a 25 ans en donnant le Petit Faust, qui est une autre parodie qu'a signé Hervé. Et donc évidemment, on est très heureux de se retrouver 25 ans après ici à l'Opéra d'Avignon pour cet autre ouvrage. Bon, j'aurais pas mon costume cette fois-ci. Non. Parce qu'à l'époque, j'avais un costume. J'étais déguisé avec l'orchestre qui était sur scène au Festival d'Auvers-sur-Oise, avec un petit ensemble qui s'appelait Carpe Diem, qui est un ensemble de solistes de l'Opéra de Paris. Excellent. Et donc, on était tous déguisés, moi aussi. C'est-à-dire que je voulais un casque comme ça, mais bon, alors j'ai pas de costume, il n'y a pas de casque. Bon, en tout cas, c'est une interview de bonne humeur, comme s'annonce l'opéra. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Parce que ça donne beaucoup d'énergie, et j'imagine que l'opéra aussi va donner beaucoup d'énergie. Alors, cette musique, elle est folle dingue. Elle est folle dingue. C'est vrai qu'elle est proche d'Offenbach parce que c'est vraiment deux styles comparables. Mais en même temps, il y a une folie qui est supérieure, je trouve, dans cette musique-là, à celle d'Offenbach. Et il y a des choses inattendues, très originales, très personnelles. Et assez folle, et vraiment folle dingue, oui, un peu loufoque. Alors, il y a des imitations à l'orchestre, il y a de la parodie, on est vraiment toujours dans la parodie pour le texte, mais pour la musique aussi. Donc, évidemment, il y a la parodie de grands opéras, que ce soit de Meyerbeer, de Rossini, donc, mais avec cette distance de la parodie. Voilà. Donc, on se moque du grand style, et puis on en fait quelque chose de plus personnel, avec un texte qui est un peu quand même frappadingue. Donc, plus une mise en scène complètement frappadingue. Donc, tout est frappadingue. Voilà, ça fait une bonne mayonnaise, ça fait une bouillabaisse, bien pimentée. Voilà. D'accord. Et alors, vous parlez d'interprétation assez, justement, pour reprendre ce terme, mot-clé de notre interview, foldingue, d'interprétation foldingue de l'orchestre. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que... D'abord, il y a une chose à dire parce que c'est quand même un scoop. Donc, on va donner pour la première fois en France la version originale de l'orchestre. Parce que cette production-là, que l'Opéra d'Avignon a racheté à l'Opéra de Lausanne, a été créée donc à Lausanne, et puis ils ont donné dans une petite tournée en Suisse, mais pour une petite tournée, 20 dates, 20 dates, voilà. Mais il y avait des théâtres avec des petites fosses, donc il y a eu un petit orchestre, voilà, pour cette tournée. Ici, on reprend l'orchestration originale. Et donc, il y a eu un travail qui a été mené par un garçon formidable, Simon Cochard, qui a repris tout le manuscrit.
D'accord. Voilà. Alors, Et qui a réadapté en fait. qui a réadapté, non, qui a repris Non, vraiment. Qui a repris. La seule chose, pour être vraiment des puristes, c'est qu'au lieu d'avoir 3 trombones, on aura un trombone. Ah bah alors moi, c'est ça, je m'en vais. Ouais, moi. mais Voilà. moi aussi, hein, Ah je oui, sais non, pas. non, alors non, 3 trombones, un 3 trombone. trombones, là, franchement. Mais vous vous qualité foutez du de- monde, monde. hein, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça veut Mais pour le dire? reste, c'est vraiment Non, l'orchestration enfin. originale. Oh. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, on est vraiment, voilà, on est en liaison directe avec Hervé, dit le compositeur Tocqué, parce que c'était lui-même qui se nommait ainsi. Mais Voilà. il y a un ouvrage. et puis un ouvrage qui porte qui ce porte- titre-là, Ouais. d'Hervé, le compositeur Tocqué. Parce que c'est vrai que c'était un personnage assez incroyable. C'était vraiment un homme orchestre, puisqu'il était à la fois ténor. C'est même lui qui a failli, par exemple, créer le rôle de Paris dans La Belle Hélène d'Offenbach. Mais qui a chanté Jupiter d'Orphée avec Oui, Offenbach. qui est un rôle de baryton, pour le coup. Voilà. Rôle baryton. Il était donc directeur de théâtre, puisqu'il était le directeur du théâtre Les Folies Concertantes, qui est un des rares théâtres à Paris, du fameux boulevard du crime, qui est encore debout. C'est le théâtre des Jazets, place de la D'accord. République. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, bien sûr, donc compositeur, directeur Librettiste. de troupe, librettiste, enfin voilà. Donc c'est vraiment c'est vraiment un homme orchestre, mais comme on pourrait dire dans l'esprit de Robert Derry des Branquignoles, par exemple. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est ces gens qui ont multiples talents et voilà, jusqu'au point d'ailleurs, c'est que son talent a tellement plu au futur roi Édouard VII, le prince de Galles qui venait régulièrement, on va dire, s'encanailler à Paris, qu'il l'a invité à Londres, qu'Hervé a appris l'anglais, a fait traduire tous ses ouvrages en anglais, et même tombé amoureux en Angleterre, a épousé une dame, donc il est devenu bigame. Voilà, donc il y a des descendants anglais. Oui, tout n'est pas rose, hein, vous savez, dans la vie du père de l'opérette. Hein, voilà. Donc, enfin, toujours est-il que au Royal Lyceum de Londres, il faisait un grand succès tous les soirs en jouant ses ouvrages en anglais et laissant, c'est vrai, du coup, un petit peu la place libre à Offenbach à Paris, qui voilà. Mais non, c'est un personnage vraiment à découvrir. Il y a plusieurs bouquins d'ailleurs qui sont sur sa vie, dont un c'est comme ça que moi j'ai découvert Hervé, donc il y a 25 ans quand on a monté ce petit Faust, avec l'excellent livre de Jacques Pouchouz qui s'appelle Hervé, le père de l'opérette, puisqu'il est considéré vraiment comme le père de l'opérette, et je dirais même le grand-père de la comédie musicale d'une certaine façon. C'est aussi lui qui a été considéré comme l'initiateur de la musicothérapie, par exemple, puisque il était avec des il a commencé sa carrière à l'asile. À l'asile de Nanterre. De Bicêtre. Oui, Bicêtre ou Nanterre. Bicêtre ou Nanterre, oui. Et donc il a même monté un ouvrage avec les aliénés, enfin les internés de cet hospice. Et puis voilà, c'est un personnage effectivement haut en couleur, et on le ressent effectivement dans ses ouvrages, et en particulier dans ses Chevaliers de la Table Ronde, dont il faut quand même raconter un petit peu l'histoire, parce que c'est effectivement les Chevaliers de la Table Ronde. On est venu, il paraît qu'on est venu pour ça. Alors bon, parlons-en. Un trombone au lieu de 3. Oui, c'est ça, oui. Ça, comme argument publicitaire, vous reviendrez quand même. Oh, dis donc. Et alors donc, évidemment, on est très loin de la légende arthurienne. Hein, il faut prévenir le public tout de suite. On est plus proche, encore une fois, d'un esprit un peu je dirais, comme la série Camelot, comme effectivement, vraiment, je pense. On est dans la légèreté. Dans la légèreté, vraiment, je pense vraiment beaucoup à Sacré Graal. Totalement. Oui. C'est-à-dire ceux qui viennent en se disant, voilà, c'est un sujet sur le cycle du Graal, etc. Il risque d'être un petit peu déçu. On a un Graal en scène, bien sûr, parce qu'il faut quand même prendre l'apéro, donc c'est nécessaire. Mais c'est vrai que non, on est très loin de tout ça. Donc ce sont des chevaliers. On retrouve évidemment Lancelot du Lac. On retrouve tous les vrais chevaliers d'ailleurs qui proviennent de ce poème épique qui s'appelle l'Orlando Furioso, Roland Furieux de l'Arioste. Donc on est vraiment dans des choses au départ. Effectivement, Hervé prouve aussi une très grande culture et prend vraiment des personnages avec des noms qui existent dans ses ouvrages de référence. Mais
sont totalement détournés. Donc on a effectivement donc Lancelot du Lac, on a Renaud de Montauban qui est le fameux un des 4 frères Aymon, vous savez, qui montait sur ce cheval Bayard, où étaient tous les 4 chevaliers sur le cheval. Donc là effectivement en scène on a Renaud de Montauban qui est sur un cheval et avec ses 3 frères dans le dos constamment et qui lui parle, qui lui donne des infos, etc. Enfin bon voilà. Un cheval là. Un cheval, vous verrez, c'est un cheval de très particulier, c'est un cheval, voilà. On a fait un long casting pour le trouver. Et puis, voilà, on a Roland de Roncevaux, bien sûr, hein, qu'on connaît tous, hein, c'est celui qui avait donné son dernier concert dans les Pyrénées. Donc, c'est tous ces personnages-là, évidemment, Merlin, Mélusine, l'enchanteresse, et puis des personnages aussi qui font partie aussi de ces poèmes épiques qu'on connaît peut-être un petit peu moins ou qu'on connaît sous d'autres noms, comme Médor, par exemple, qui est plutôt souvent donné comme nom à un chien, n'est-ce pas? Alors que c'était un guerrier sarrasin. D'accord. Terrible. Bon, et là, c'est un jeune page, jeune ménestrel, amoureux de la princesse Angélique. Voilà. Donc, on est totalement dans une folie totalement décalée. Et tout ça, effectivement, avec des très belles mélodies, une musique qui est extrêmement champagne, qui est extrêmement virevoltante, qui a un côté effectivement un peu à la Rossini par moments, un peu à l'Offenbach par d'autres moments, mais qui reste surtout du Hervé. Et moi, je suis très heureux qu'on puisse redécouvrir ces compositeurs-là qui ont vraiment... Qui se perdent un peu aussi. Oui, qui se perdent un peu. Alors, je dois dire faut quand même les nommer parce que je pense que c'est quand même important de le dire. C'est vrai qu'il y a le Palazzetto Bruzane qui fait un travail justement actuellement remarquable sur toute cette redécouverte du répertoire. Bon, cela dit, nous avions fait le Petit Faust bien avant. Bien avant. Voilà, et c'était vraiment grâce effectivement à certaines lectures comme ce bouquin de Jacques Rouchouz qu'on avait pu redécouvrir donc ce personnage fantasque que Raymond Queneau considérait comme le premier surréaliste. Donc on est vraiment dans un univers fou. Et cette mise en scène, vous l'avez réalisée un peu surréaliste aussi? Alors, surréaliste, non, j'ai voulu vraiment respecter justement l'esprit parodique. Voilà, donc on est vraiment dans un château, le décor, c'est un château fort, il y a des gargouilles qui apparaissent, il y a des bruits de pont-levis, il y a des tours, enfin c'est un château fort avec des personnages qui sont en costume d'époque, mais évidemment via le biais de la parodie. Donc je vais pas tout dévoiler de la fantaisie, mais Merlin ressemble beaucoup, par exemple, au Merlin de Walt Disney, évidemment. Donc avec sa grande barbe, où tout le monde marche tout le temps sur sa barbe, donc ça l'agace au plus haut point, évidemment. Mélusine pourrait être une cousine un petit peu de Morticia de la famille Adams. Voilà, on a des très beaux costumes qui ont été réalisés par Amélie Reymond. Donc quand j'ai créé le spectacle à l'Opéra de Lausanne en 2019. Et le décor est signé par Dominique Pichou, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, qui a ce côté un peu comme ça, bande dessinée, enfin, c'est des tiroirs, c'est des décors à tiroirs avec comme si on tirait un tiroir et puis il y a un gag qui sort. Enfin, vous savez, ces livres pour enfants, les pop-up là, voilà, c'est un peu dans cet esprit. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Ça fait rêver, voilà, ça fait rêver. Et je trouve qu'évidemment on en a d'autant plus besoin maintenant. Et puis ça éveille notre âme d'enfant. Je crois que à la fois des contes de fées, on a la princesse Angélique par exemple. Donc c'est vraiment la princesse des contes. Bon, sauf quand même elle a une très grosse ceinture de chasteté qu'elle aimerait bien quand même qu'on lui enlève parce que elle a tellement envie de savoir ce que c'est que d'être amoureuse. Que bon, évidemment là pour l'instant la pauvre fille elle est un peu tant qu'on lui donne pas la clé elle est un peu bloquée quoi. Voilà. Voilà, donc c'est les personnages sont tous atypiques et puis sont liés aussi je pense à Sacripant par exemple qui est le conseiller du duc Rodomont et qui est en même temps l'amant de la duchesse. On l'a vraiment travaillé comme vous savez tous ces personnages qu'il y avait dans tous ces films justement de Cap et d'épée dans les années 50 film américain, je pense au film avec Errol Flynn, etc. Et il y avait toujours un grand comédien qui jouait tous ces rôles de méchants, qui était toujours le méchant conseiller qui susurre à l'oreille, évidemment, les mauvaises choses à faire, les mauvaises directions à prendre.
ce comédien qui était Basil Rathbone, qui a même joué aussi Sherlock Holmes, voilà. Et là, on est avec Amélie, la costumière, par exemple, on a vraiment travaillé sur le costume pour être très proche des costumes comme on pouvait voir dans ce genre de film de Cap et l'épée. Donc on est en immersion. On est en immersion complète. Accompagné par la musique. Accompagné par la musique. Que vous dirigez. Quelle est l'énergie que vous essayez de transmettre aux musiciens justement dans ce cadre de répertoire? Que j'essaye de transmettre aux chanteurs pour le moment, parce on est vraiment en début de production, donc l'orchestre, je vais le découvrir à partir du 21. Alors, mais ça sera la même chose. D'abord, la joie de me retrouver avec ce répertoire, la joie de me retrouver avec cette partition du Hervé, parce que ça fait donc 25 ans que j'ai pas dirigé du Hervé. D'accord. Mais une âme d'enfant, parce que moi j'adore ce répertoire-là. Et quand Jean-François parlait de la bande dessinée, je trouve il faut retrouver cette fraîcheur, cette espèce d'innocence. Et là, comme on se retrouve face à une partition, face au manuscrit quasiment, on a une espèce à la fois de respect pour respecter le manuscrit, et puis une espèce de liberté aussi. Comment l'adapter, comment faire sonner par rapport à un orchestre de nos jours, et puis adapter toujours aussi la matière sonore, la matière orchestrale face au chanteur qu'on doit accompagner. Donc c'est toujours cette espèce de petite cuisine qu'on doit préparer, mais en même temps avec une énergie folle, parce que cette pièce-là, c'est un mélange, comme disait Jean-François l'autre jour au chanteur, c'est un mélange, c'est du théâtre et de la musique. Et c'est de la musique et du théâtre. C'est-à-dire que la musique est du théâtre. Et le théâtre est musique, si je puis dire. Donc c'est un mélange. Et tout s'enchaîne complètement. Vraiment. Et spécialement d'ailleurs dans cette, je dis pas tout, mais spécialement dans cet ouvrage-là. Donc il y a ça, et puis il y a, comme au théâtre, Jean-François parlait l'autre jour au chanteur du Feydeau, et ben dans la musique c'est pareil. Donc ça veut dire une énergie à 200% de la première note à la dernière note, mais avec en même temps beaucoup de légèreté, d'élégance, parce que donc il y a aussi, comme il y a de la parodie, il y a du respect il y a l'âme un peu de Rossini qui flotte par-dessus, ou Meyerbeer. Donc finalement, il faut s'investir énormément, puis en même temps avoir trouver le bon ton pour qu'on tombe jamais dans la vulgarité. Donc ça veut dire beaucoup de détails, beaucoup d'élégance, beaucoup de raffinement. Et puis une chose quand même, puisque les chevaliers de la table ronde, c'est pas donné tous les jours. Ben c'est ça. Eh ben, il faut qu'on comprenne le texte. Donc c'est un gros travail aussi de diction pour le texte parlé, et puis de diction quand on chante aussi, avec évidemment des jeux de mots, typiquement offenbachiens. Donc on retrouve aussi chez Hervé. Donc voilà, il y a tout un travail. Il faut ciseler la matière sonore. Voilà. Donc mais tout ça c'est avec une espèce d'énergie brute mais dans le meilleur sens du terme, et que moi j'aime beaucoup, voilà, et qui me rappelle vraiment Rossini, parce que moi je suis un passionné de Rossini. Mais voilà, il y a une espèce de folie, et puis surtout ce mélange permanent musique et théâtre, encore plus que dans certaines opérettes. Et est-ce que justement c'est pas une gymnastique plus compliquée? C'est plus compliqué. C'est ce que je disais hier à la pianiste. C'est beaucoup plus compliqué de diriger ce genre de pièce qu'un Verdi ou autre. C'est un peu l'autoroute à côté. Mais c'est vrai que là, ça demande au chef et puis à l'orchestre même, une réactivité, une flexibilité et une réactivité mais permanente. Donc c'est un casse-tête. C'est pas un casse-noisette, mais c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Mais, voilà. Mais c'est vrai qu'on est, non, mais moi j'adore ça parce que j'adore la fosse et puis l'opéra, enfin le lyrique. J'aime ça, c'est qu'on est toujours sur la corde raide. C'est pas le symphonique à côté, c'est franchement, voilà, c'est l'autoroute. Là, on sait jamais ce qui va se passer à n'importe quel moment. Et alors spécialement dans cet ouvrage, là, enfin je dis pas tout, mais là ça va être chaud les marrons. Voilà. Mais donc il faut être réactif. Et je trouve que du coup, pour le chef, et puis après même pour les musiciens, ça demande voilà une attention, une concentration permanente, mais en même temps qui demande voilà de l'énergie pour faire vivre cette petite cuisine très sympathique, voilà, très pimentée. Et vous, Jean-François, donc vous êtes metteur en scène, mais vous êtes aussi baryton. Oui. Et vous interprétez donc le rôle de Merlin 2. Merlin 2, oui, tout à fait. Oui, 2, c'est important. Oui. 2.0. 2.0. Comment vous vous positionnez justement en tant que metteur en scène et en tant qu'artiste sur la même production Écoutez, je suis suivi par un psychiatre, de toute façon. Donc, j'étais sûre que vous allez dire ça. Donc tout va bien, parce que c'est un petit peu effectivement schizophrénique, il faut quand même dire les choses. Mais non, c'est bon. L'avantage, c'est que Merlin est un rôle quand même assez court vocalement. Même s'il est très présent, oui, je vous remercie. Oui. Ça fait plaisir, surtout à tous ceux qui m'aiment pas déjà, tu vois. Bon, voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un rôle qui est assez court au niveau de la partition.
par contre, c'est vrai qu'il est quasiment tout le temps en scène. Présent. Ça serait pas gérable, je pense, si je devais jouer un rôle qui serait prenant vocalement du début jusqu'à la fin, puisque voilà, donc effectivement, il faut un petit peu se partager et puis avoir surtout les idées très claires avant d'aller en salle de répétition pour. C'est de savoir exactement ce qu'on veut, ça c'est sûr. Voilà, c'est-à-dire que ce que disait effectivement Christophe par rapport à ce rapport théâtre, musique, musique, théâtre, c'est vraiment ça, et qui a effectivement, si on doit être d'une certaine manière théâtral dans la musique, il doit y avoir une certaine musicalité dans le texte et avoir en tous les cas ce même rythme justement que nous offre Hervé dans ses morceaux qui sont encore une fois très enlevés, etc. Il faut retrouver ce même rythme qui est vraiment pour moi un rythme à la Feydeau, c'est-à-dire que c'est vraiment une mécanique, une horlogerie suisse quasiment de sorte de rupture, de comment on joue les dialogues, etc. Ça c'est vraiment très important. Et puis en plus, il faut aussi ajouter une chose, c'est qu'il y a aussi de la danse. Nous avons Estelle Danvers qui est chorégraphe, qui est aussi mon assistante sur le spectacle et qui joue le rôle de Fleur de Neige et qui d'ailleurs là, actuellement est en train de chorégraphier les chevaliers, la ronde des chevaliers. Voilà, donc je peux vous assurer que pour des chanteurs, d'un seul coup, se mettre à la danse mais ça se passe très bien. Je veux dire qu'on a la chance d'avoir je sais pas si on a le temps de citer tout le monde, mais en tous les cas, on a la chance d'avoir une très belle distribution. Alors, je vais les citer parce que je trouve que c'est important. Donc, Lorraine Paterno, qui fait Mélusine, Sarah Lolland, qui fait la Duchesse Totoche, Génie Daviette, qui fait la Princesse Angélique, et donc Estelle Danvers, Fleur de Neige pour les dames. Et pour les messieurs, on a Jacques Lemaire, qui fait qui interprète le duc Redomont, Richard Lahadi, le rôle de Sacripan, donc le grand sénéchal, le conseiller du duc et amant donc de Totoche. Marc Van Arsdale qui fait le rôle de Roland de Roncevaux, Timothée Varron, Lancelot du Lac, Joé Bertilli qui joue le rôle d'Ogier, le Danois, une espèce de brute comme ça, qui était quand même le beau-frère de Charlemagne dans la vraie histoire. Amadis de Gaulle qui est interprété par Maxence Bliema, Blaise Rantoanine qui joue le rôle de Médor, justement, ce fameux Médor dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un Donc moi je fais Merlin. On est 13, alors bon, il faudra raconter, les raconter. Mais on est 13. Si j'oublie quelqu'un, je suis vraiment sincèrement désolé, mais je crois. Et Richard Lahadi, je l'ai dit. Oui, Sacripan. Oui. Voilà, donc je crois que tout le monde le compte y est. Donc beaucoup de présence en fait sur le plateau. Oui, parce qu'en fait on est 13 en scène, donc c'est idéal parce que ça porte vraiment bonheur. Et puis oui, non, mais c'est vrai, ça c'est voilà. Les parties, il y a effectivement des parties de chœur, mais c'est un parti pris, c'est le cas de le dire, c'est un parti pris pour les parties de chœur, que ça soit interprété par les solistes. Donc là, ça devient aussi, c'est ça qui est intéressant musicalement, parce que ça devient aussi un peu de la musique de chambre. Donc il y a aussi tout un travail que Christophe fait en ce moment avec notre pianiste Ayaka Niwano, justement tout ce travail aussi de musicalité et qui met justement en avant totalement la qualité aussi musicale d'Hervé. C'est-à-dire c'est pas juste pif paf pouf, ce qu'on pourrait peut-être laisser croire en disant que c'est virevoltant, que c'est du champagne, etc. Non, il y a aussi ce côté de très belles mélodies, de choses extrêmement raffinées et voilà. Donc je pense que vraiment les mélomanes seront vraiment très satisfaits avec cette partition. Ceux qui aiment plus peut-être le théâtre et ce théâtre à la Feydeau, à la Labiche se régaleront aussi. C'est un peu comme Tintin, vous savez, de 7 à 77 ans, voire plus si affinité, quoi. Enfin voilà. Je crois que en tous les cas pour les fêtes, c'est un spectacle à ne pas manquer, à ne pas rater. Voilà, Christophe, c'était ma dernière question pour conclure cette rencontre. Justement, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est pas forcément une œuvre très populaire. Alors certains vont venir par curiosité, d'autres parce que ce sont des gens qui sont abonnés à l'Opéra d'Avignon et vont venir de manière systématique. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire justement pour ouvrir à un public nouveau de venir découvrir cette œuvre? Être curieux, avoir l'envie de revenir dans le monde de l'enfance.
parce que Merlin, pour tout le monde, en tout cas pour ma génération, mais je crois pas que pour ma génération, c'est Walt Disney, c'est tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est le monde de l'enfance, c'est le monde Et en plus, petite anecdote, moi je suis très content de faire cet ouvrage-là, parce que je suis un petit Rennais. Et un petit Rennais né à côté de la forêt de Brocéliande, qui est à Paimpont, donc à 30 km de Rennes, donc la forêt de Merlin. Voilà. Donc j'étais abreuvé de cette légende de Merlin. Enfin tous les ans avec l'école, j'allais voilà voir le tombeau de Merlin. Bon, Arrêtez, maintenant je l'ai. on va pleurer. On va pleurer. Bon, mais c'est le monde de l'enfance, c'est le monde de Walt Disney. Donc faut être curieux, vraiment curieux. Curieux et gourmand. Gourmand, voilà, en sachant qu'on va, c'est gourmand, voilà. Mais on va rire et puis. C'est comme quand un enfant découvre un dessin animé. Il y a plein de choses. Il y a de la musique, il y a du théâtre. C'est un plat complet, très très riche. Alors il faut être curieux, gourmand et le partager en famille. C'est-à-dire que vraiment les enfants peuvent venir voir ce spectacle, les grands-parents, les cousins, les oncles, les beaux-frères, les belles-sœurs. Enfin, vous voyez, ça fait du monde quand même. Hein. Bon, j'en oublie même éventuellement. Les ex-femmes, les ex-maris. Oui. Alors même des petits neveux, vous voyez, pour vous dire jusqu'où ça va quand même. Hein. Bon, non, c'est vraiment si c'est la première fois qu'on rentre dans une maison, si c'est la première fois qu'on rentre dans une maison d'opéra, c'est exactement le genre d'ouvrage qu'il faut venir voir. Voilà. Pour une première opéra. En plus, regardez, on est dans ce magnifique opéra d'Avignon entièrement rénové, restauré. Il est sublime. On a cette grande chance aussi d'arriver à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est vraiment un spectacle à partager en famille. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Alors, écoutez, moi, je repars. Hein, donc, je remets mon casque parce que vous comprenez, je vais maintenant en répétition. Donc, voilà.